Donc quand on choisit les sujets de géotoque, évidemment on essaie de le faire en lien avec l'actualité opérationnelle qui est la nôtre. Alors vous savez qu'on travaille sur la zone, on travaille au Tchad et au Cameroun. On a également nos collègues de Madrid qui ont des opérations au sud du Niger. C'est la zone de Tifa qui est proche du lac, qui est reliée en orange. Toutes les zones oranges que vous voyez, c'est les zones opérationnelles où ACF, le droit international, travaille. Au Nigeria, c'est nos collègues de New York qui sont en management direct. Et donc depuis plusieurs mois, donc à peu près de manière plus active depuis décembre surtout, on a essayé d'avoir une approche un peu régionale, alors au départ sur le partage d'informations et sur les dynamiques de déplacement de population et les besoins humanitaires. Et c'est quand même une crise, je sais pas comment ça marche, qui est, en ce qui concerne Boko Haram et les déplacements qui constituent, les conséquences sont sur deux grands États au nord du Nigeria, nord-est, Yobe et Borno, où il y a quand même 1,5 million de déplacés et des réfugiés sur toute la zone. On a des réfugiés qui sont côté Niger, ici autour de Bifa, il y a toute la zone du lac Tchad. Côté tchadien, assez peu, il y a 12 à 14 000 personnes. Et en ce qui concerne le nord la pointe extrême nord du Cameroun, il y a quand même presque 70 000 réfugiés, 45 000 à 50 000 dans un camp, plus d'autres qui sont encore sur les phases d'accueil. Et à l'intérieur même du Cameroun, 100 000 déplacés. Et donc, vous vous souvenez, dans les RIC précédentes, on a parlé à plusieurs reprises de cette situation et de savoir comment on allait intervenir. Alors nous, pour l'instant, au Cameroun, on est rentré en juillet l'an dernier, c'est un petit peu plus au sud d'ici, qu'on a commencé à intervenir. Ça fait bientôt 1 an qu'on est au Cameroun et c'était sur la réponse aux réfugiés centrafricains. C'était ça la première réponse. Et on a eu un peu de mal à stabiliser les opérations là-bas, et pas pour de bonnes raisons, c'est plus des raisons liées à la coordination de la réponse humanitaire dans le pays qui avait de très bonne qualité. Et on a tardé à pouvoir se positionner sur une réponse au nord et qui était motivée par notre capacité à faire une évaluation de besoins suffisamment bonne et surtout une réponse derrière qui soit qualité. Donc on a stabilisé les opérations à l'est où il y a quand même encore 200 000 réfugiés dans la zone camerounaise. Et maintenant que c'est fait, on envoie une équipe qui est partie en convoi hier, qui arrivera ce soir à Maroua, dans la zone du nord Cameroun, qui arrivera à Maroua avec PU, alors on a dit que c'était tout, PUI international, première agence internationale, c'est ça, qui nous accompagne, et donc on fera une évaluation multisectorielle des besoins. On ne va pas se concentrer trop sur les camps de réfugiés, mais une réponse qui est déjà articulée par l'appareil UN et quelques ONG. En revanche, sur les déplacés, il y a cette réponse, et donc on va avoir une équipe là-bas. Je termine juste en disant qu'on a également un bureau qu'on avait conservé côté tchadien dans cette zone-là, qui était assez peu actif jusqu'à maintenant, qui était plus en veille épidémiologique. C'est une zone endémique pour le choléra. On a des réponses récurrentes à peu près tous les 2 ans. Et dans toute cette zone-là, le choléra est endémique. Donc en plus d'avoir cette problématique évidemment liée à Boko Haram, c'est aussi un environnement qui est très compliqué, où les taux de malnutrition sont de manière chronique élevés, en malnutrition chronique et en malnutrition aiguë. Et c'est également un foyer démographique assez important. Alors, le Nigeria qui est un monstre démographique, mais au Cameroun, il y a 1 tiers de la population camerounaise qui est sur la partie nord. C'est un bassin démographique évidemment autour du lac Tchad qui est très aussi. Donc voilà pour l'actualité de notre côté. Et c'est dans cette perspective donc qu'on est très heureux d'accueillir Marc-Antoine qui va pouvoir nous donner une perspective un petit peu historique de comment Boko Haram s'est constitué, comment le conflit a évolué, quelles sont les grandes tendances qu'on peut en attendre. Et une question qui nous intéressait évidemment au premier chef, c'est l'impact que ça aura dans les mois à venir, compte tenu des changements récents, de la nouvelle dynamique de conflit, du changement de présidence au Nigeria. Et évidemment, je terminerai là-dessus, sur les premières attaques qu'il y a eu à N'Djamena. Donc il y a eu deux attaques terroristes qui ne sont pas encore revendiquées officiellement par Boko Haram, mais on a du mal à imaginer que ce puisse être autre chose pour le moment. Je serai vraiment de la Marc-Antoine là-dessus aussi, qui commence donc à avoir de plus en plus une dimension régionale dans ces attaques terroristes, à défaut d'être militaire. Et là-dessus, je vous passe la parole. J'ai effectivement plusieurs casquettes, donc vous avez assez bien défini pour vous présenter. J'ai été longtemps chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, qui est un peu l'équivalent du CNRS, mais sur les pays du Sud. Et maintenant, je suis enseignant comme prof à l'Institut français de géopolitique, qui est à l'Université Paris 8. On arrive au métro La Fourche, au lieu d'aller vers Asnières, vous prenez le côté jusqu'au terminus Saint-Denis Université. Voilà. Puis alors j'ai d'autres casquettes aussi, parce que je fais aussi de l'expertise sur le Nigeria. Ça fait presque 30 ans que je travaille sur ce pays. J'y ai enseigné, enfin j'ai essayé, c'est un total échec. À l'université de Harcourt en l'occurrence.
Et donc je suis aussi expert, alors notamment à Chatham House, qui est un think tank proche du Foreign Office britannique. Je le dis parce que si jamais vous êtes intéressé par Boko Haram, vous pouvez télécharger un rapport que j'avais fait pour eux l'année dernière, qui est beaucoup plus précis, puisque j'en suis à la question des rapports que l'on peut télécharger. Je mentionne aussi beaucoup plus proche dans le temps, il y en a deux qui sont sortis à la Fondation Jean Jaurès, que vous pouvez télécharger. Ils sont en français et en anglais pour vous, si vous le souhaitez. Donc là, vous aurez pas tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la coalition régionale qui s'est mise en place contre Boko Haram, mais au moins quelques éléments d'analyse. Et puis alors, je suis aussi effectivement chercheur associé au PRIO, que certains connaissent, le Peace Research Institute in Oslo, qui est très réputé pour ses analyses sur les conflits armés, et qui sont plutôt des analyses quantitatives, alors que moi, je suis du monde de la science politique à la française, qui fait beaucoup de qualitatif. Donc je vais sur le terrain, ça fait depuis 2005 que je travaille sur Boko Haram, et on est très peu nombreux, on peut le dire, à faire ça. On est 4 dans le monde, il y a un Britannique, un Français, et un Gabonais, un Nigérian qui effectivement sont sur la zone et qui essaient d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir dans les médias. C'est vraiment un décalage important dans l'image que l'on a, entre l'image que l'on a à travers les médias de Boko Haram comme étant un groupe qui aurait prêté allégeance à Daesh et qui serait finalement dans une espèce une dynamique de djihad globalisé. Le message essentiel que je voudrais faire passer, c'est que sur cette zone du Borno élargi, on va dire, c'est les 3 États de Borno, Yobe, Ogoye, Damaturu et puis la Damawa. En réalité, ce qu'on voit, autant dans les médias, on insiste beaucoup sur les aspects islamistes de l'insurrection, autant ce qu'on voit sur le terrain, c'est devenu en fait une série de micro-conflits où il y a des groupes qui s'agrègent sur le conflit, régler des comptes, récupérer de la terre, ou alors des individus qui convoitent la femme du voisin. On en arrive vraiment à ce niveau-là. Et qu'en réalité, quand on regarde maintenant aujourd'hui les ressorts d'insurrection, on est assez éloigné en fait d'un djihad. Donc il y a vraiment un contraste entre voilà, l'image que projettent les médias d'une sorte de djihad globalisé avec l'État islamique qui s'implantent en Libye, Nigeria et ailleurs, et la réalité du terrain qui est en fait socialement beaucoup plus complexe. Alors, je suis face à un défi parce que je ne connais pas trop, moi, quel degré vous connaissez le Nigeria. C'est un pays anglophone, alors qu'on véhicule en France, dès qu'on est sur la zone anglophone de l'Afrique, généralement on ne connaît pas. Donc il y a encore plein de gens dans les médias qui confondent le Niger et le Nigérien. Un grand journal français, allez, je le cite, Le Monde, qui dans les années 90 spéculait sur l'avancée de la charia au Nigeria, en prétendant que le président était musulman, alors qu'en fait il était chrétien. Donc voilà, ça va jusque-là. Il y a vraiment, c'est un pays qu'on ne connaît pas en France. C'est très impressionnant parce que, en même temps, c'est un pays immense, très important à l'échelle de l'Afrique et même du monde, et qui renvoie du coup une image assez trouble, il faut bien le dire, un peu ambivalente, pour ne pas dire schizophrénique. C'est-à-dire d'un côté, on a l'image d'un Nigérien comme une puissance émergente, et puis de l'autre, il y a la crise de Boko Haram dans le nord-est, où là, Maïdougouri, effectivement, si vous comparez à la ville de Lagos, qui est la plus grosse ville d'Afrique subsaharienne, entre Lagos et Maïdougouri, vous avez plus d'1 millier de kilomètres. Je dirais que c'est un peu le jour et la nuit, si vous voulez. Vous avez à Maïdougouri une ville qui regarde plutôt du côté de Mogadiscio pour son organisation, et puis à l'inverse, à Lagos, une ville qui se veut le nouveau Dubaï de l'Afrique, avec cette ville moderne construise sur l'océan, Eco City. Vous avez peut-être entendu parler du cinéma nigérian, de Hollywood, etc. Donc on a vraiment un contraste saisissant entre, d'une part, l'impression que le Nigeria, c'est une puissance émergente. Donc c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. D'ici 2050, ça va être le 3e pays le plus peuplé du monde, quand même. Il y aura l'Inde au premier rang, suivi de la Chine et ensuite du Nigeria qui aura dépassé les États-Unis. Je suis dans un laboratoire démographe aussi, parce que je vous ai montré toute la liste des casquettes. Ça s'appelle le CEPEL. Et je dois dire, quand je discute avec les démographes, il n'y a pas du tout de contestation là-dessus. C'est pas, tiens, les origines de réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que c'est l'origine humaine ou pas. Là, il n'y a pas de débat. Voilà, en 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Et ça, je pense que ce n'est pas encore très bien intégré dans le logiciel de beaucoup de décideurs politiques à l'international. C'est aussi, par la grâce des statisticiens de la Banque mondiale, c'est devenu aussi la première économie africaine, parce que la Banque mondiale a commencé à intégrer des éléments de l'économie nigériane qui n'étaient pas avant, dont le Hollywood, dont une part du commerce informel, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, le PIB, le produit intérieur brut du Nigeria, est bien supérieur à celui de l'Afrique du Sud, sans même parler de l'Égypte.
Donc c'est aujourd'hui la plus grosse économie africaine, le plus gros producteur de pétrole, bientôt le premier producteur aussi de gaz, etc. Donc c'est un pays très, très important. Donc il y a d'une part cette image plutôt positive d'un pays qui est en train de se développer, qui est en train d'éclore. Donc vous savez, les BRICS, c'est un peu ringard. La croissance c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et puis maintenant, on mise plutôt sur le club des MINT, donc Mexique, Indonésie, Nigeria et Turquie. Et effectivement, le Nigeria n'est pas dans les BRICS, mais il est dans les MINT. Et donc il y a cet engouement. Moi, quand je travaille depuis près de 30 ans sur le Nigeria, ça me frappe. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un discours très afro-pessimiste, notamment du temps de la dictature militaire jusqu'en 1999 au Nigeria. Et aujourd'hui, la récente élection de Mohamed Bouhari va plutôt dans ce sens. Il y a un regard aussi positif. Maintenant, justement, c'est un petit peu un côté schizophrène, c'est qu'en même temps, il y a un regard extrêmement négatif sur un pays incapable d'endiguer cette secte que l'on appelle donc Boko Haram. Donc Boko Haram, c'est un peu un challenge d'en parler, parce qu'en réalité, on a très peu d'informations qui reviennent du terrain. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur cette zone en 2005, au milieu des années 2000, on s'intéressait beaucoup plutôt à une autre insurrection qui était autour de Coraco, qui s'appelait le MEN. On va indiquer le lumière, parce que c'est le temps du haut. Ah oui, celui-là. Ah ouais, voilà. Au milieu des années 2000, on était, parce que la violence circule au Nigeria, au début des années 2000, c'était autour de Lagos, un groupe insurrectionnel qui s'appelle l'OPC. Ensuite, au milieu des années 2000, c'était le MEN. Préoccupé par ça, mais on commençait déjà à voir apparaître un groupe qu'on appelait à l'époque pas Boko Haram, mais les talibans du Nigeria. Donc j'ai commencé à travailler sur cette frontière-là en 2005. Et puis ça s'est envenimé à partir de 2009. Donc j'ai commencé à faire du terrain aussi dans le Borno, dans cette zone sur les années 2009 jusqu'à 2011-2012. Et puis là, il y a eu la fermeture de l'aéroport de Maiduguri, qui est la capitale du Borno. L'État du Borno, le Nigeria, c'est une fédération de 36 États, et le Borno est un de ces 36 États. C'est là qu'a démarré vraiment avec l'État voisin du Yuri. Et depuis 2013, en fait, je ne peux plus faire de terrain à Maiduguri, parce que l'aéroport est fermé par les militaires et que prendre la route est extrêmement risqué. Donc je travaille plutôt, moi, en fait, depuis maintenant la zone de Difa. Donc j'y suis déjà allé plusieurs fois, et là, depuis le début de l'année. Mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 2 mois, 2-3 mois, et là j'étais complètement une vedette dans l'armée du Niger, parce qu'on est en fait en zone de guerre. C'est assez compliqué en fait de faire du terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de vérifier les informations. Vous voyez plein de machins circuler sur Internet et qui, franchement, ont un mérite, c'est qu'ils soulignent l'utilité d'une recherche de terrain. Voilà. Donc, difficile de savoir ce qu'il en est. Et le défi, c'est que j'ai en fait parlé d'un groupe qui ne s'appelle pas Boko Haram, et dont on ne sait même pas si le leader, Aboubacar Shekau, est vivant ou mort. Alors, par facilité de langage, je vais l'appeler Boko Haram, qui renvoie à l'idée que l'école occidentale est un sacrilège, pas un péché, parce que c'est une notion chrétienne, c'est souvent mal traduit. Mais en réalité, le nom du groupe, c'est Jamaatu al-Sunnah Dawatu al-Jihad. Alors, je suis d'accord, parce que le docteur est super mauvais, parce que c'est imprononçable, et effectivement, ça me casse les pieds aussi de dire tout ça, donc je vous appellerai par contre, je l'anglais pour le voir. Mais le Jamaatu al-Sunnah Dawatu al-Jihad, c'est la communauté, en fait, des fidèles du prophète, de la tradition et des Voilà. Et en fait, c'est un groupe qui apparaît au début des années 2000, sous l'égide d'un prêcheur très charismatique, qui s'appelle Mohamed Youssouf. Maintenant, il y a vraiment des évolutions nettes dans ce groupe, jusqu'à ce qu'il devienne un groupe terroriste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, pour essayer de faire simple, sur une situation très complexe et dans le temps qui m'est imparti, parce que ça ne peut pas sans préavis, je vais essayer de structurer ma pensée autour de 2 idées. Je voudrais d'abord vous dire pourquoi en réalité Daesh n'est pas vraiment une menace sur la zone et que ça ne va pas changer grand-chose sur le plan opérationnel. Donc je voudrais revenir sur l'évolution de la secte, comment elle est devenue un mouvement terroriste. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous parler effectivement de ce que va changer l'élection de Mohamed Bouhari, la récente élection en mars dernier. Il a été investi à son poste de président fin mai, le 29 mai. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain? Alors, bon, je dis que Daesh, l'allégeance à Daesh, la récente allégeance de Boko Haram à Daesh ne change pas grand-chose et ne va sans doute pas changer grand-chose sur le terrain, parce que ce n'est pas demain la veille que vous allez avoir une colonne de tanks qui va s'élancer depuis Mossoul en Irak pour aller rejoindre les confins du Borno à Maiduguri. Arrêtez de rêver. Et de plus, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser qu'en réalité, Boko Haram, c'est quand même un peu un électron libre dans cette espèce de mouvance djihadiste globale. On sait qu'il y a eu des contacts individuels, pas des contacts de masse, avec certains membres de Boko Haram, avec AQMI dans les années 2012, avant que
Al-Qaïda au Maghreb islamique s'empare des villes de Gao et Tombouctou dans le nord du Mali, et notamment des contacts avec un groupe justement dissident de Boko Haram qui s'appelle Ansarou, dont on n'entend plus beaucoup parler. Leur dernière vidéo date de janvier dernier, et ils sont plutôt, eux, actifs dans Ansarou, qui est un groupe dissident de Boko Haram, est plutôt actif justement en dehors des zones d'implantation de Boko Haram. Donc leur dernière vidéo, c'était suite à une attaque de checkpoint de l'armée de Baouchi par ici. Et puis sinon, les enlèvements qui sont commis, c'est un peu dans cette zone. Et puis il y a peut-être entendu parler de cette histoire d'un ingénieur français qui avait réussi à se libérer tout seul et qui était tenu dans le commissariat, également à Sokoto. Donc des contacts individuels avec Al-Qaïda ou Maghreb islamique, mais en réalité pas d'alliance opérationnelle. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que justement, il y a une faction de Boko Haram qui a quitté le groupe mené à l'époque par Aboubacar Shekau, en lui reprochant essentiellement en fait de tuer des musulmans. Parce qu'en réalité, on est dans une zone qui est très majoritairement musulmane. Donc il y a de temps en temps des minorités chrétiennes qui sont attaquées par Boko Haram, mais l'essentiel des victimes, et notamment des victimes civiles, ce sont des musulmans. Même le garder à l'esprit, c'est important parce qu'il y a souvent des représentations aussi de djihad comme étant des guerres entre religions. Or les djihad, quand ils prennent la forme violente, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que le mot djihad renvoie d'abord à l'effort spirituel intérieur. Ensuite, il peut avoir une connotation de guerre sainte, mais la plupart des djihad, on a fait récemment une conférence avec des historiens sur les djihad au Sahel, ce sont des guerres à l'intérieur de l'islam. Et Boko Haram, c'est aussi une guerre à l'intérieur de l'islam, d'abord et essentiellement. Et donc effectivement, ce groupe Ansarou dissident, qui lui est très proche idéologiquement d'Al-Qaïda, a quitté Boko Haram en leur reprochant de tuer essentiellement en fait des musulmans. Ça, c'était en 2012. Donc quelques contacts individuels, mais ça ne va pas au-delà, si ce n'est pour cette dissidence qui est beaucoup moins nombreuse en termes d'effectifs. Il y a effectivement une idéologie, et je vais y revenir, dans Boko Haram, qui ne convient pas, qui est assez hétérodoxe relativement à l'orthodoxie al-qaïdiste wahhabite, d'inspiration saoudienne. D'ailleurs, j'en tiens pour preuve que Mohamed Youssouf, le leader de Boko Haram, en fait a été chassé du mouvement Izala, qui est très présent dans l'ensemble du nord du Nigeria, qui lui ne conteste pas frontalement l'État nigérian. Au contraire, ils ont plutôt une stratégie d'emprise. Et c'est eux les vrais wahhabites, et ceux qui sont vraiment d'inspiration saoudienne au Nigeria, et qui sont très populaires, ce sont les Izala. Et les Izala, effectivement, chassent Mohamed Youssouf parce qu'il est trop radical, parce qu'en fait, ils le considèrent comme, bon, voilà, il n'est pas vraiment dans la ligne des Izala. Et il le chasse au milieu des années 2000, et à ce moment-là, Mohamed Youssouf a fondé sa propre école de pensée, ce qu'on appellera plus tard, en fait, soit la Youssoufia, soit Boko Haram. Donc voilà, déjà deux arguments qui laissent à penser qu'il n'y a pas de connexion opérationnelle vraiment avec d'autres groupes djihadistes dans le monde, c'est que la doctrine de Boko Haram ne convient pas au modèle al-qaïdiste ou même au modèle Daesh, que les contacts individuels n'ont jamais réussi à se transformer en alliance opérationnelle. Il y a un point aussi qui tient à la langue. Je ne sais pas si vous avez vu, pour certains d'entre vous, ce joli film Tombouctou. Il y a une scène que j'ai trouvée très intéressante parce qu'elle me rappelait vraiment Boko Haram. C'est que, bon, vous savez, Akmi, au départ, c'est le GIA algérien. Ça vient de la guerre civile contre les islamistes suite à l'élection annulée par les militaires en Algérie en 1991. Donc ce groupe qui se transforme ensuite en GSTC, qui devient Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui trouve refuge dans le nord du Mali, etc. Donc la structure au départ de ce que l'on appelle ensuite Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le nord du Mali, c'est des Algériens. Et dans cette scène, on voit, il y a un djihadiste algérien qui essaie de communiquer en arabe avec un rebelle Touareg, parce que les Touaregs, eux, essaient de faire sécession depuis très longtemps dans le nord du Mali. Donc ils essaient de communiquer en arabe, et puis l'Algérien dit, tu parles une arabe dégueulasse, je comprends rien du tout, et ils se mettent finalement à se parler en français. C'est la langue qu'ils peuvent utiliser, la langue de l'impérialisme, la langue de l'ennionie, et finalement ils sont obligés de se parler en français parce qu'ils ne se comprennent pas en arabe. Je crois qu'on a un petit peu trop tendance, quand on commence à spéculer sur un djihad global, une internationale islamiste, on a un peu trop tendance à oublier la question de la langue. C'est difficile de monter ensemble des opérations si je ne parle pas autre langue, et si on ne se comprend pas du tout. C'est tout bête, hein, mais il faut l'intégrer, je crois, dans le logiciel d'analyse de ces mouvements terroristes. Là, on est dans une zone qui est essentiellement canourie, dans le nord, en sachant que justement, pour essayer de se faire comprendre des autres Nigérians, Aboubacar Shekau, lui, ses communiqués sont jamais en canourie, mais plutôt en
à Hausa ou alors en Inde. Qu'ils ne parlent d'ailleurs visiblement pas trop mal. Donc on peut imaginer qu'il peut y avoir des discussions en arabe avec Chicago. En revanche, avec les autres membres du groupe, là, on est beaucoup plus sceptique. Quatrième élément qui me laisse à penser que cette connexion avec Daesh n'est pas si importante que ce qu'on veut bien croire dans les médias, c'est qu'il n'y a pas de connexion diasporique. C'est-à-dire que de ce point de vue, Boko Haram tranche avec, alors je vous le disais, AQMI ça vient d'Algérie, regardez les schémas somaliens. En Somalie, vous avez 4/5 de la population qui a été déplacée par des conflits armés depuis au moins la fin des années 80. Donc vous avez une énorme diaspora somalienne, et aujourd'hui, effectivement, on le sait, quand les Shabab vont attaquer le centre commercial de Westgate à Nairobi, il y a parmi eux des Somalis de la diaspora, des Somalis de nationalité norvégienne, canadienne. Il y a du homegrown terrorisme. On le sait ensuite, sur l'État islamique, vous avez du recrutement dans les banlieues françaises et puis des gens qui vont aller combattre. Vous n'avez absolument pas ça dans le cas de Boko Haram. D'ailleurs, pour des raisons aussi très pratiques, allez dans le Borno, allez dans le Maïdougouri. Je veux dire, allez aujourd'hui sur un front syrien, vous prenez l'avion pour Istanbul, vous passez la frontière avec la Turquie, c'est pas si compliqué que ça. Allez dans le Borno, qui plus est avec un groupe qui apparaît comme, allez, on va le dire, entre nous, sauf que je suis film, mais c'est que, comment dirais-je, les élucubrations d'Abou Bakr Shekau ne conviennent pas forcément à d'autres groupes djihadistes dans le monde qui trouvent que ça ternit plutôt l'image du djihad. Et que, effectivement, l'impression que Boko Haram, c'est juste, c'est faux comme impression, mais que c'est juste une bande de fous furieux, c'est pas non plus un facteur très attractif pour des homegrown terroristes, comme on les appelle, ou des djihadistes auto-formés dans les banlieues des pays occidentaux. Donc on n'a pas cette connexion avec la migration. Ça, c'est très, très important de garder à l'esprit. Alors, Boko Haram, je vous le disais, a beaucoup évolué. Au départ, c'est une secte qui s'inspire beaucoup donc, de la pensée des Izala, mais avec des différences. Donc les Izala, je vous le disais, c'est un groupe en fait d'inspiration wahhabite saoudienne qui a émergé à la fin des années 70 pendant le boom pétrolier au Nigeria, mais qui lui ne confronte pas directement l'État nigérien. En fait, l'inspirateur du groupe, qui s'appelait Ahmed Doumi, qui est mort en 92, avait même eu des paroles qui sont absolument sidérantes pour un salafiste. Il avait dit, au moment des élections 79, il y avait déjà eu une deuxième république à l'époque avec une fin de dictature militaire qui a ensuite à nouveau un coup d'État en 83. Mais au moment des élections 79, il avait dit une parole que je tiens à citer, parce qu'elle montre à quel point Izala est dans une stratégie d'entrisme de l'État et de coopération avec l'État, et pas du tout de confrontation directe. C'est qu'il avait dit, cette année, c'est plus important pour un musulman d'aller voter aux élections et d'aller voter pour un parti favorable à des idées islamiques, plutôt que d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Alors ça, excusez-moi, mais la portée de cette parole, elle est extrêmement importante. Donc effectivement, Izala, qui est un peu le moule idéologique au départ de Mohamed Youssouf, n'est pas dans une confrontation directe de l'État. Alors que Mohamed Youssouf, lui, effectivement, rejette l'éducation occidentale parce que selon lui, elle pervertit l'âme des musulmans. En fait, ce qu'il rejette, ce n'est pas la modernité. Il a recours à des technologies modernes. La moto, les 4x4, les téléphones portables, la vidéo, etc. Ce qu'il rejette, selon lui, c'est une espèce de modèle hérité d'ailleurs du colonisateur qui a failli à développer le nord à 2 millions de musulmans du Nigeria. Et donc, il monte ce groupe, il est très charismatique, et dans les années 2002-2009, il va en fait vraiment avoir une vraie base sociale qui, comme d'habitude déjà avec les chiffres, comprendrait entre 5 000 et 100 000 fidèles. Voilà, je voulais choisir au milieu, n'hésitez pas, hein, ça va. Il a, à l'époque, il faut quand même le dire, il a été arrêté plusieurs fois sur suspicion d'avoir des contacts avec des groupes islamistes, djihadistes au Pakistan, en Mauritanie. Aucun de ces procès n'a jamais abouti, on n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Et il faut quand même le rappeler, à l'époque, sur cette période de la secte, 2002-2009, jusqu'à l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Youssouf, c'est un groupe qui a pignon sur rue. Vous allez à Maïdougouri, vous allez dans le quartier de la gare, et vous allez voir Mohamed Youssouf dans sa mosquée, le vendredi. Excusez-moi, c'est quoi ce groupe terroriste? Vous voyez, je vais aller voir autrefois Oussama Ben Laden en allant à sa mosquée. Non, c'est un groupe qui est radical. Il y a eu d'ailleurs un autre groupe qu'on appelle donc les talibans du Nigeria, qui ont voulu faire leur révolution culturelle pour fuir la corruption des villes et qui ont essayé de monter une cité islamique révélée qui n'a duré en fait que quelques semaines dans cette zone-là de la frontière, très désertée par l'État
donc frontière Niger-Nigeria, et ce groupe-là s'est vite confronté à la police. À ce moment-là, s'est réfugié déjà à l'époque dans les monts Mandara dont nous parlons aujourd'hui. Donc c'est pas du tout nouveau qu'il y ait des fidèles qui viennent des pays de la région. Et je reviendrai après sur le vrai changement dans ce domaine, sur la régionalisation de Boko Haram. Et ce groupe-là va effectivement rejoindre Mohamed Youssouf dans sa mosquée. Mais à l'époque, le mode de recrutement, si je veux faire un peu une rapide sociologie des combattants de Boko Haram aujourd'hui, le mode de recrutement, c'est la persuasion, c'est la conviction religieuse. Moi, j'ai discuté avec des gens qui ont rejoint Boko Haram à cette période et qui me disaient, évidemment, ça peut frapper un petit peu vu le contexte aujourd'hui, notamment quelqu'un à qui je pense qui a rejoint, qui était au départ au Niger et qui a rejoint, enfin qui sillonnait en fait la région, qui était un jeune, et qui a rejoint Boko Haram dans la localité d'Edam, qui est par ici. Donc au Nigeria, vers 2005-2006. Et je lui ai demandé pourquoi il avait rejoint Boko Haram. Il m'a dit, j'ai rejoint Boko Haram pour la tranquillité de l'esprit. Effectivement, c'est un peu surprenant, parce qu'aujourd'hui, dire je vais aller combattre avec Boko Haram pour la tranquillité de l'esprit, c'est un peu frappant. Mais à l'époque, c'est une secte radicale dans son rejet de l'État, dans son rejet d'une éducation héritée d'un modèle colonial qui a failli à développer le Nord. Surtout que, et c'est là qu'on arrive dans le contexte politique, c'est que depuis 1999, en fait, l'essentiel du pouvoir est concentré entre les mains des chrétiens du Sud. C'est-à-dire qu'avant, les dictatures militaires étaient notamment tenues par les musulmans. Mais là, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Donc je vais passer rapidement sur ce phénomène. Il y a beaucoup de rancœur qui est effectivement accumulée, et cela aussi participe de la montée en puissance de Boko Haram. Là, on arrive au premier grand moment de rupture et de basculement dans la violence, qui est donc effectivement l'insurrection de 2009. Et la répression militaire très dure, qui aboutit à l'élimination d'1 millier de personnes à peu près. Essentiellement d'ailleurs des civils. Il vient quand même de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la représentation que l'on a de Boko Haram, on parle surtout des atrocités commises dans le groupe, mais si vous aimez les vidéos de décapitation, je peux vous en montrer de commises par l'armée, il n'y a aucun souci. Et puis violer les filles, les arrêter, les violer, ça, l'armée sait faire aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que ça participe aussi de la dégénérescence du conflit. Donc effectivement, à partir de 2009, là on a un premier vrai basculement dans la violence, c'est-à-dire que le leader du groupe, Mohamed Youssouf, est appréhendé par l'armée, il est remis à la police pour être traité en justice, et la police ne trouve rien de mieux à faire que ce qu'elle sait si bien faire, c'est de l'assassiner en prison. Je le dis parce que nous on a une base de données qui travaille sur les comptes des morts violentes nigériens, et on s'aperçoit que quand les forces de sécurité interviennent, police ou armée, dans plus de la moitié des cas où il y a déjà eu des morts violentes, et quand la police et l'armée interviennent, au lieu de séparer les belligérants, ils rajoutent une dose de violence parce qu'ils vont tirer et tuer. D'ailleurs, le surnom des CRS locaux, qu'on appelle les MOPOL, les Mobile Police, au Nigeria, c'est Kill and Go en pidgin. Ils tuent et puis ils s'en vont. Donc effectivement, ça, ils savent très très bien faire. En revanche, gérer les conflits de manière à ce qu'on arrive à la paix, ça, ils ne sont pas très bons. Et ça, c'est un enjeu majeur sur la deuxième période qui court en fait de 2009 jusqu'à l'état d'urgence de mai 2013. À ce moment-là, le gros changement, c'est que le groupe rentre dans la clandestinité. Encore une fois, jusqu'en juillet 2009, Boko Haram n'est pas un groupe clandestin. C'est très important de le garder à l'esprit. Et au début, c'est une secte qui recrute par persuasion, par conviction religieuse. À partir de 2009, le groupe rentre dans la clandestinité. Il y a des cadres qui fuient un peu partout, y compris à Kano, que vous voyez ici, qui est la ville la plus grosse du nord du Nigeria, à dominante musulmane, mais qui fuit aussi dans les pays de la région. Ils vont commencer à rentrer en contact avec d'autres groupes djihadistes. Et puis, effectivement, les faucons au sein du groupe l'emportent sur les colons, on va dire, et commencent à, sous l'égide d'Abou Bakr Shekau à l'époque, à basculer dans le terrorisme avec attentats suicides, ce qui est une vraie nouveauté au Nigeria. Les attentats à la bombe, en revanche, les attentats à la voiture piégée, alors là, excusez-moi, c'est pas du tout nouveau. Quand on dit, ah, regardez, le djihad, maintenant il y a des terroristes en Afrique, dès la guerre du Biafra, qui avait ensanglanté, alors ça c'était une grande histoire, dans l'histoire de l'humanitaire, cette guerre de sécession du Biafra entre 67 et 70, qui se déroulait là dans cette région-là, il y avait déjà des attentats à la bombe commis par les Igbo sur des hôtels ou des stations d'essence à Lagos, qui était à l'époque la capitale du pays, avant que ça déménage sur Abuja. En octobre 2010, quand le Nigeria a fêté son 50e anniversaire, vous avez un attentat à la bombe qui a fait plus d'une dizaine de morts, peut-être jusqu'à une vingtaine, qui a été commis par le MEN dans cette région de l'Union chrétienne. Donc là, les attentats à la bombe, si vous voulez, ça, rien de neuf sur le front est ou ouest, c'est-à-dire quelques perspectives que vous voyez. En revanche, la grande nouveauté avec Boko Haram, c'est effectivement l'attentat suicide. Et sur cette période 2010, 2012, 2013, jusqu'à l'état d'urgence, en fait, le meilleur agent recruteur de Boko Haram, c'est l'armée. Parce que par sa brutalité,
un des problèmes de l'armée, c'est pas le seul, il y a la corruption, etc., mais un des problèmes de l'armée, c'est que pour maintenir un esprit de corps, il y a une espèce de règle interne qui veut que si vous êtes par exemple à un niveau du sud, vous allez être dispatché dans le nord. Si vous êtes à Canory du Bordeaux, on va vous positionner dans une caserne en pays urbain, etc. Donc les soldats qui sont envoyés pour réprimer le mouvement en 2009, ils viennent d'autres régions du Nigeria, ils ne parlent pas Kanuri, ils ne parlent pas des langues locales, mais j'insiste toujours sur les langues, je crois, pour faire l'anthropologie aussi, des groupes insurrectionnels, sinon on ne les comprend rien. Et la question de la langue, souvent, est très importante. Alors si vous dites au lévin, et qu'on ne vous comprend pas, eh bien, à ce moment-là, on vous tire dessus, on vous... Qui plus est, c'est vrai, cette armée est habituée à tuer beaucoup de civils, ils n'y ont pas de maman. Donc il y a peu de considération pour les civils. Et du coup, vous avez un phénomène de solidarité lignagère qui joue, c'est-à-dire que les groupes qui restent de Boko Haram, qui se cachent dans la population, ne sont pas dénoncés par la population en force sécurité, ils n'ont pas confiance, ils ont peur d'être arrêtés. Et vous avez même, ça je connais, des trajectoires de vie, arrêtés, ce discours de la propagande militaire nigériane qui dit que c'est l'islam en tant que tel, ou l'ignorance de l'islam, c'est le grand discours aujourd'hui des militaires nigérians. Boko Haram aurait recruté parce que les jeunes ne connaissent pas l'islam. Oui, mais je suis désolé, sur la période 2010-2013, et ils ont beaucoup recruté aussi, il y en a des témoignages, parce que des jeunes ont voulu venger leurs parents assassinés par la police ou par l'armée, ou parce qu'ils ont cherché protection dans les rangs de Boko Haram. Et ça, c'est un phénomène très important, parce que ça explique pourquoi encore aujourd'hui, Boko Haram continue de recruter, et pas uniquement du recrutement de force. Moi, je connais l'histoire de jeunes, et ça vaut aussi pour le Cameroun, qui en fait vont fuir dans les rangs, vont chercher protection dans les rangs de Boko Haram, parce qu'il y a une suspicion généralisée qui pèse sur les jeunes. Donc ils préfèrent prévenir que guérir, parce qu'on sait très bien qu'une fois encollé, vous allez être torturé, disons très très mal, dans les prisons, mais vraiment pas brillant. Donc effectivement, vous avez ce phénomène où on voit que cette suspicion généralisée, qui est que finalement tout jeune est un coupable, et on le voit bien dans les images d'Al Jazeera sur la pression militaire 2009, où les jeunes d'Al-Majira, qui sont des étudiants coraniques, qui sont alignés par terre, ils ont pour arme un bâton, qui est en fait le bâton du berger peu, souvent, au Kanuri, et puis qui sont éliminés à la mitraillette, comme ça, c'est une autre forme de concept. Ces images circulent, même si on a un accès très difficile à Internet, y compris notamment dans cette période récente dans le porno, parce que l'armée a aussi coupé des millions de transcriptions. Mais effectivement, ces images circulent, les jeunes ont peur, et donc ils vont rejoindre aussi les rangs du monde. Maintenant, donc, Boko Haram, contrairement à d'autres groupes terroristes très professionnels, je ne sais pas, même en Europe, la Bande à Bavière, des tout petits groupes, Boko Haram a une base sociale. C'est-à-dire que vous n'avez pas que des combattants. Puisqu'au départ, c'est une secte, très endogame d'ailleurs, qui attire aussi des jeunes, parce que beaucoup de groupes salafistes condamnent la dot, qui est une tradition africaine pré-islamique, où finalement les hommes doivent payer la famille de la femme pour pouvoir se marier. Donc il y a un retardage au mariage. Or, qu'en condamnant cette tradition, du coup, les islamistes, les salafistes, notamment Boko Haram, permet en fait aux jeunes d'accéder aux femmes plus facilement. C'est aussi un facteur d'attraction qui a pu jouer. Quoi qu'il en soit, il y a dans Boko Haram, il n'y a pas que des hommes combattants. Il y a aussi des femmes non combattantes et il y a aussi des enfants. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. C'est aussi ce qui distingue Boko Haram dans le Sahel, qui lui est beaucoup plus professionnel comme groupe terroriste. Alors, sur cette période 2013, là, ça va changer parce que Boko Haram va se couper de sa base sociale. C'est-à-dire que l'armée réalise enfin, un peu tardivement, qu'elle a perdu ce qu'on appelle la bataille des cœurs et des esprits, winning their hearts and minds, et que du coup, ils ne sont pas bien informés sur ce qui se passe dans la région, ils ne parlent pas les langues, ils n'ont pas l'intelligence humaine. Donc leur réponse, c'est de monter ce qu'on appelle les civilian GTF, Joint Task Force, donc des milices paragouvernementales, qui sont là des milices, notamment dans les villages, qui eux savent. Parce que quand vous promenez dans la région, vous allez dans un village, mais qui est Boko Haram? Qui parmi vous est Boko Haram? C'est pas marqué sur le front, hein, ils sont en civil comme dans toutes les guerres asymétriques finalement. Or ces milices, elles savent, ça représente une vraie menace pour Boko Haram, et à ce moment-là, Boko Haram va effectivement s'engager dans une stratégie de la terreur pour, à ce moment-là, massacrer des villages entiers, ce qu'ils ne faisaient pas avant, et s'en prennent beaucoup plus massivement aux civils, pour les dissuader de rejoindre les rangs de ces milices. Et là, il y a encore un autre basculement dans la violence. À partir de l'état d'urgence de mai 2013, il y a la stratégie de la terreur pour les raisons que je viens de donner pour Boko Haram, et il y a aussi la répression massive de l'armée nigériane, avec tous les dégâts collatéraux que cela peut entraîner. Depuis la guerre du Biafra, c'est la première fois que l'aviation nigériane bombarde son propre territoire. Et là, dans les campagnes, ça tue en... Donc là, on entre dans une autre période, effectivement, où on commence à voir du recrutement forcé,
massives commises par Boko Haram contre la population civile, qui a exclu de sa base sociale. Mais les phénomènes que je décrivais avant continuent, c'est-à-dire que la brutalité de l'armée fait qu'encore aujourd'hui, et ça vaut pour le Cameroun ou le Niger, vous avez aussi des jeunes qui continuent de rejoindre les rangs du groupe parce qu'ils ont peur d'être arrêtés et accusés de soutenir Boko Haram. Un autre phénomène qui est souvent ignoré dans les analyses, c'est la question des prisons et des détenus. Selon Amnesty International, vous avez jusqu'à 20 000 détenus au nom de la lutte contre le terrorisme au Nigeria. Et ce que fait Boko Haram, et ça c'est depuis 2010, et il continue de le faire aujourd'hui, c'est d'attaquer les prisons. Et dans les prisons, ils libèrent à la fois leurs militants, mais ils libèrent aussi, ça c'est un phénomène qui est dans beaucoup de prisons africaines, tous ceux qui sont dans l'attente de l'ordre du jugement. Ce qu'on appelle la catégorie AWT, le Waiting Trial. Et ça, c'est plus de la moitié de la population des prisons nigériennes, mais ça vaut à peu près la très grande majorité des pays africains. C'est des gens qui traînent en prison depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui n'ont jamais vu un juge, qui ne sont jamais jugés, et qui d'ailleurs mourront peut-être en prison sans avoir jamais été jugés. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, quand ces gens-là sont libérés, effectivement, c'était autant de retrouver pour Boko Haram. Il y avait notamment des images impressionnantes qu'ils ont filmées eux-mêmes lors de l'attaque de la prison de 2014, je crois que c'était à Giza, des casernes de Maïmouri. Et effectivement, là, on voit des centaines de gens qui s'échappent des geôles de cette caserne militaire. C'est pas une prison officielle. Et à votre avis, où est-ce qu'ils vont aller? Voilà. Alors, ça explique que Boko Haram continue de recruter. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que je vois que le temps passe et ça va couper bientôt. Alors, aujourd'hui, on se spécule beaucoup sur l'internationalisation de Boko Haram. En réalité, comme je vous le disais, Boko Haram a des fidèles dans les pays voisins, dans la zone de Difa, là, au Niger, dans la zone du Tchad ou dans les monts Mandara au Cameroun, depuis son émergence au début des années 2000. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y avait avant un modus vivendi qui était finalement un accord de non-agression mutuelle. Boko Haram n'avait aucun intérêt à attaquer des pays voisins parce que leur cible, c'est les forces de sécurité et le gouvernement nigérien et qui préféraient avoir leur base arrière évidemment dans les pays voisins. Donc il y avait vraiment une espèce d'accord non écrit évidemment qui était tu ne touches pas, je ne touche pas. Donc Niger, Tchad, Cameroun, vous ne m'embêtez pas, je vous embête pas. Alors ça a démarré, ça commence à dégénérer au Cameroun avec l'affaire des moulins fourniers. Vous vous en souvenez peut-être, cette famille française avec leurs 4 enfants qui avaient été enlevés dans le parc de voisins et très vraisemblablement revendus par un groupe de Zarpina, qui sont des bandits armés qui sont dans le nord du Cameroun, revendus à Boko Haram qui du coup a négocié leur libération. La demande de Chekaro, et malheureusement les vidéos ne sont jamais parfaitement traduites, notamment dans les médias, il y a toujours des extraits les plus monstrueux, mais la demande est très claire, libérer nos militants. Et c'était même une demande qui était libérer nos hommes au Cameroun et libérer nos femmes au Nigeria, parce qu'à l'époque, lors d'une attaque sur Damaturu, l'armée nigérienne avait failli coacher Aboubakar Shekau, il s'était saisi de sa femme et du bébé qui venait de naître, et donc Shekau demandait la libération. Et du côté camerounais, il demandait la libération d'une douzaine de militants de Boko Haram qui avaient été appréhendés par la gendarmerie camerounaise, qui d'ailleurs ne savaient pas. Ils avaient été appréhendés, ils ne savaient pas qu'ils étaient de Boko Haram, ils avaient appréhendés comme trafiquants d'armes, plein dans la région. Et donc là, les moulins fourniers ont finalement été kidnappés pour négocier la libération des militants de Boko Haram, toujours sur ce principe, ne nous touchez pas sinon on vous attaque. Qui est un principe qui a valu aussi jusqu'aux élections de 2011, et je n'ai pas le temps de revenir sur la complexité de cette affaire, sur les États voisins du Borno et de Yobe, où il y avait aussi des accords de ce genre avec les gouverneurs des États qui ne voulaient pas payer Boko Haram, mais le racket de protection était le suivant: si vous ne nous donnez pas à manger, on vous attaquera. On a des cellules dormantes, on ne va pas vous attaquer, mais vous nous payez sinon. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moins jusqu'aux élections de 2018. Donc on était sur ce modus vivendi. Ce qui a vraiment changé, c'est que depuis que s'est mise en place cette coalition régionale, donc avec le Cameroun, le Tchad et le Niger, début 2015, effectivement, là on assiste à une extension, pas de l'influence de Boko Haram, mais de son aire d'opération militaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc effectivement, on le voit maintenant, vous avez attentat suicide à Djamena, vous avez eu encore très récemment là, des attaques sérieuses sur Difa, dans les îles du lac Tchad, etc. Les scénarios, on peut imaginer pour la suite. Soit dans cette internationalisation, on fait grand cas. À ce moment-là, et c'est un peu ce dont je mettais en garde dans ces rapports là, pour la Fondation Jean Jaurès, je vous en laisse des exemplaires ici si ça vous intéresse, mais vous pouvez les télécharger.
On disait attention parce que l'internationalisation de la réponse pourrait, c'est conditionnel, pourrait aussi internationaliser le groupe, qui pour l'instant n'a pas de connexion diasporique, mais après tout, le fait que l'on voit des États alliés de l'Occident commencer à se coaliser pour attaquer encore les musulmans, martyrs, etc., ça pourrait peut-être internationaliser cette insurrection. Pour moi, ce n'est pas le scénario le plus probable. Et un scénario très probable, c'est quand on suit un peu la trajectoire de la Lord Resistance Army, vous savez, dans le nord de l'Ouganda. Donc un groupe toxique, mais réduit, peut-être 300 combattants et non plus les 20 000 comme on prétendait que Boko Haram avait au fait de sa puissance à l'été 2014. Et un groupe qui va continuer de pourrir la vie des gens pendant des années, mais de façon, voilà, qui petit à petit va finir par s'éteindre. Alors, il peut y avoir encore un troisième scénario, qui est que le groupe s'éteigne effectivement, qu'il arrête. C'est arrivé, il y a eu une grande insurrection qui s'appelait Maïtatsine à Kano en 1980. À l'époque, comme d'habitude, l'armée est intervenue à l'arme lourde, sauf qu'à l'époque, ils n'ont pas utilisé l'aviation, et ils ont tué 5000 personnes en 10 jours. Alors ça, on n'a jamais vu, même avec Boko Haram. En termes d'intensité, tuer 5000 personnes en 10 jours à Kano, waouh, ça nous ramène un peu du côté de Hama en 1982 avec Assad Père, qui avait éliminé une rébellion frères musulmans, ou bien ce qui se passait, je ne sais pas, dans le nord kurde de l'Irak à l'époque. Donc vraiment, un gros massacre. Or, ce qu'on a vu, c'est qu'à l'époque, avec Maïtatsine, ça a encore duré 5 ans, avec des petites rébellions des cellules de Maïtatsine à Yola, à Maïdougou, etc. Et puis ça s'est complètement éteint. C'est une éventualité qu'il ne faut pas complètement éliminer. Il est possible que l'on arrive effectivement, à négocier avec Boko Haram, et deux, effectivement, à ce que le groupe s'épuise de lui-même. Ça a été quand même un grand moment. Nous, on l'a vécu avec un sacré enthousiasme, cette élection. Parce que Goodluck Jonathan, qui était un président du Sud, à dominante chrétienne, quelqu'un du Delta, avait très mal géré la crise de Boko Haram. En fait, on avait vraiment l'impression qu'il s'en fichait. Pour être un peu, je ne sais pas si c'est un enregistrement vidéo est destiné à se produire aussi en public, mais très franchement, tant qu'on s'entretue entre musulmans dans le Borno, il n'y a pas de pétrole. Vous voyez, quand vous êtes, on s'en fichait un peu à Abuja. Alors ça les a un peu gênés quand il a commencé à y avoir des attaques, des attentats à la bombe, des attentats ceci, notamment contre le PNUD en 2011. Il y a eu un attentat contre les Nations Unies, commis et revendiqué par Boko Haram, sans doute d'ailleurs par cette faction qui allait ensuite devenir en Sao, qui était en fait vraiment la cible internationale de Boko Haram dans son histoire. Mais pour le reste, à part ces attentats, bon, on s'entretue entre musulmans dans le Borno, il n'y a pas de socio-économique, c'est beaucoup moins grave que quand, par exemple, vous avez une insurrection du Maine dans le delta du Niger où on produit le pétrole, qui abonde 95% des ressources de l'État. Là, ça fait mal au portefeuille. Là, tout le monde souffre dans l'ensemble de la fédération nigériane. Et donc, il y a eu une amnistie qui a été proposée et conclue avec les rebelles de l'État du Niger en 2009. L'amnistie qui était vaguement négociée en 2012, j'ai rencontré les négociateurs, ils étaient tous unanimes. Jamais, en fait, le gouvernement n'a eu la moindre intention de négocier quoi que ce soit, y compris pour la libération des prisonniers avec Boko Haram, parce que les intérêts économiques ne sont pas forcément là. Donc on avait vraiment l'impression d'une situation très délétère, qui pourrissait, qui s'envenimait, avec une armée nigériane très corrompue, mais comme l'ensemble des institutions du Nigeria, il n'y a pas que l'armée. Allez voir les centres de santé nigériens, c'est épouvantable. Donc l'armée, comme d'autres institutions de l'État nigérian, effectivement, il y a des milliards de dollars qui sont investis dans la lutte contre le terrorisme, mais ça n'arrive pas sur le terrain, les soldats ne sont pas payés, les armes n'arrivent pas. C'est-à-dire que la méfiance est telle que comme les soldats sont mal payés, du coup leurs officiers rechignent à leur donner des armes parce qu'ils ont peur qu'ils les revendent. Et d'ailleurs, il y a eu des cas où effectivement il y a des soldats qui ont vendu des armes à Boko Haram. Du coup, quand vous êtes attaqué, les gars n'ont même pas de... ou alors ils ont 3 balles, parce que les officiers se méfient. Donc vous avez une attaque en peu de caserne, une fois que vous avez tiré vos 3 balles, il faut décamper. Donc c'est ça qui se passe. Avec en plus de ça, pas de soutien politique de la part de Goodluck Jonathan. Donc l'élection de Mohamed Bouhari en mars dernier, ça a été quand même un vrai espoir. Pas seulement d'ailleurs sur la question de Boko Haram, c'est quand même la première fois au Nigeria depuis l'indépendance qu'on a un changement de gouvernement autrement que par la force, l'assassinat ou le coup d'État. C'est quand même une sacrée leçon démocratique. Alors évidemment, les esprits chagrins me diront « Ouais, mais Mohamed Bouhari, c'était quand même un gros méchant dictateur militaire dans les années 84-85. » Oui, c'est vrai. En plus, c'est un musulman qui a eu des paroles un peu malheureuses à propos de la charia. Parce que comme c'est un militaire, il aime l'ordre, ce qu'il aime dans la charia, c'est la discipline. Donc
Donc effectivement, il y a eu des paroles en disant ouais, ce qu'il faudrait, c'est instaurer la charia sur l'ensemble du Nigeria. À peu près ça, hein, je défends un peu ces propos. Donc dans les années 2000, c'était pas très clair, le camarade Buhari. Mais il a persisté, et puis voilà, il a été élu. Et je pense que ça va donner une dynamique très positive au Nigeria, au-delà de la leçon démocratique, et qu'effectivement, pour la première fois dans l'histoire du Nigeria, regardez le Nigeria à l'échelle de l'Afrique, hein, c'est un pays extrêmement développé, pour la première fois l'homme de la rue, que ce soit un jeune des rues dans les villes, ou que ce soit un paysan, il se rend compte qu'en mettant un bulletin dans une urne, il peut faire bouger des lignes à Abuja. C'est énorme comme leçon. Ça, c'est vachement positif. De plus, Buhari n'est plus un dictateur militaire, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus au pouvoir en décidant de faire ce qu'il veut tout seul, parce qu'il est à la tête d'une coalition régionale. Il a été élu par des chrétiens aussi. C'est pas que les musulmans du Nord qui ont voté. Ils ont voté, les musulmans du Nord ont voté massivement pour Buhari. Mais vous avez tout le réservoir des chrétiens du Sud-Ouest, des Yoruba notamment, qui a aussi très largement voté pour lui, y compris des chrétiens de la zone du plateau, de la Middle Belt. Donc Jos, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a toujours des violences récurrentes. Ça, c'est l'état du plateau ici. Il y a des violences récurrentes entre chrétiens et musulmans. Et bien, dans cet état du plateau, vous avez aussi des chrétiens qui ont voté pour Buhari en disant que lui sera plus efficace pour les débarrasser de la menace Boko Haram que ne l'a été un président chrétien comme Goodluck Jonathan. Donc là, c'était vraiment, il y a eu un vrai héros. Et c'est ça qui peut faire bouger des lignes. C'est pas tant parce que Buhari est musulman ou parce qu'il serait militaire, c'est parce qu'il a insufflé de l'espoir. Et que dans la population du Borno, parce que quelquefois en tant que chercheur, on me dit alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire pour lutter contre Boko Haram. Par contre, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a un truc qui est très clair, c'est que dans les guerres asymétriques, il n'y a aucune chance de gagner pour l'État si vous n'avez pas le soutien de la population civile. Alors c'est ce que les spécialistes des luttes contre-insurrectionnelles, winning the hearts and minds, il faut gagner les cœurs et les esprits. Donc c'est clair, il n'y a aucune chance que l'armée nigériane ou les armées aujourd'hui du Niger, on va revenir très brièvement sur cette question, ou bien du Cameroun ou du Tchad, gagnent s'ils n'ont pas le soutien des populations civiles. Or aujourd'hui, Buhari, il a insufflé de l'espoir. Les populations du Borno, elles ne coopéraient pas avec les forces sécuritaires pour les raisons que je vous ai dites, à cause de leur mauvais comportement des forces de sécurité, mais aussi parce qu'elles avaient le sentiment d'être abandonnées, voire même rejetées par le président Jonathan, parce qu'aux élections 2011, le Borno avait voté déjà pour Buhari, contre Goodluck Jonathan. Donc j'avais l'impression en fait qu'ils étaient plus libres. Et le gouverneur du Borno, qui est Shetima, était en opposition ouverte avec Abuja. Alors je ne vous raconte pas, au niveau de la coordination de la lutte contre le terrorisme, vous êtes dans une fédération, quand Abuja disait noir, Shetima dans le Borno disait blanc, et en plus de ça, les forces de sécurité ne se coordonnent pas. C'est-à-dire qu'au sein des forces, au sein de l'armée, vous avez l'armée de l'air qui va bombarder l'armée de terre, vous avez l'armée de terre qui va tirer sur la police qui tire sur les civils JTF, les milices gouvernementales, et en plus de ça, quand Shetima dans le Borno disait qu'il faut aller à droite, Abuja disait qu'il fallait aller à gauche. Bon, c'était infernal. Là, on a un alignement planète. Buhari s'entend bien avec Shetima, ils vont travailler de concert. Et Buhari a insufflé à l'espoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard des populations civiles du Borno, sans lesquelles on ne peut pas gagner contre Boko Haram, c'est un regard positif sur l'État à Abuja. Il y a une relégitimation de l'État. Et l'espoir, c'est fondamental dans les guerres asymétriques. Et c'est là-dessus que ça peut jouer. Parce que par contre, là où Buhari ne pourra pas beaucoup jouer, c'est sur la corruption. On n'arrête pas la corruption comme ça du jour au lendemain. L'armée nigérienne a toujours été corrompue. Donc ça va mettre du temps, y compris sur la reprofessionnalisation de l'armée, même si du coup aujourd'hui, dans cette vague d'enthousiasme qui a suivi l'élection de Buhari, il y a quand même Kerry, John Kerry qui s'est déplacé à Abuja, Fabius, le ministre des Affaires étrangères allemand, etc. Il y a une coopération internationale qui va sans doute maintenant se recaler davantage en faveur du Nigérien que du temps de Goodluck Jonathan qui avait une réputation de baudruche absolument épouvantable. Donc là, le vent est positif. En revanche, sur la reprofessionnalisation de l'armée, là, je serais beaucoup plus circonspect, même si je pense qu'il y aura quand même des instructions, et d'ailleurs, Buhari le dit clairement dans son discours d'investiture, pour que l'armée arrête de tirer sur les civils, pour qu'elle soit davantage attentive aux droits de l'homme. Et on ne le dit pas d'un point de vue moraliste, en tant qu'activiste des droits de l'homme, mais qu'effectivement, c'est contre-productif. Vous ne pouvez pas gagner contre le Coran si la population civile vous est hostile. Donc là, il va y avoir une dynamique positive. Mon inquiétude, c'est les effets de cette coalition internationale. Alors je vais vous donner un exemple très précis, puis je m'arrêterai là-dessus pour un peu le débat. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Les sources de financement de Boko Haram, donc on arrête de rêver sur l'échec des Émirats arabes ou de Daesh, parce que ça n'existe pas, si ce n'est dans l'imagination de certaines
personnes. J'attends toujours les preuves. Donc en fait, c'est une insurrection très cheap, très low cost, qui vit sur la bête, qui pille, qui rançonne, qui raquette, etc. Leur grande arme de guerre, c'est pas les quelques blindés qui sont piqués à l'armée, c'est une moto chinoise qui s'appelle la KCA, ça coûte 600 €, et ils attaquent, ils sont à droite dessus, il y en a un qui conduit, il y a celui qui tire au milieu avec la calache, et le servant derrière qui fournit en munitions. C'est ça la grande arme de guerre dans les campagnes du Borno, ou dans cette région frontalière de Difa au Niger. Alors, comment il s'alimente le groupe? Effectivement, il va taxer le commerce de poissons du lac Tchad, qui génère quand même pas mal d'argent, c'est pas le pétrole, il ne faut pas non plus exagérer, et puis tout le long de la rivière Komadougou, ici, la culture du poivron. Donc la grande réponse des autorités nigériennes, et là je suis critique, quoi qu'il en soit, du respect que je peux avoir pour le président Issoufou, qui effectivement n'est pas du tout comparable avec quelqu'un comme Idriss Déby au Tchad, qui a eu le pouvoir par un coup d'État en 1990. Issoufou a été dûment élu en 2011, c'est pas du tout le même type de personnage. Mais là, à mon avis, ils ont commis des erreurs. La première erreur, c'est de dire, ah bah tiens, pour assécher les sources de financement de Boko Haram, on va interdire le commerce de poissons et la culture du poivron. Alors, les populations d'Arrière, elles font quoi pour bouffer? Ouais, je sais pas. Et donc moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, bah moi, je suis allé bosser dans le Bordeaux pour Boko Haram, un mécanicien, par exemple, tranche de vie, mécanicien de cette zone-là, qui effectivement, du coup, n'ayant plus de travail, parce qu'en plus de ça, on a interdit la circulation des motos. Alors la moto, c'est une vraie démocratisation du monde rural dans cette zone. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus, il n'y a pas des pistes, tout mieux. Donc on a interdit la circulation en moto, donc ce mécanicien n'avait plus de travail, donc il est allé à Gaïda pour réparer les motos de Boko Haram. Il faut bien manger, là. Hein. L'autre opération, il y a eu, il y a 2 mois, quelque chose comme ça, une attaque qui a tué une quarantaine de soldats nigériens, enfin nigériens, mais nigériens dans les îles du lac Tchad. Du coup, la réponse des autorités du Niger, c'est de dire on évacue les 25 000 civils qui sont dans les îles du lac Tchad. Et on les évacue où? Oh, ben on va les mettre dans un camp de réfugiés qui sera installé par le HR, parce que là encore les humanitaires ont dos et vont rentrer dans des stratégies militaires. Le problème, c'est que le HR, on ne laisse pas organiser ce camp. Alors ce camp, vous savez, la règle du HR, c'est qu'il faut qu'il y ait 50 km de distance par rapport à une frontière, pour pas que ça devienne une base militaire ou un groupe insurrectionnel, là en l'occurrence Boko Haram, irait recruter des gens. Donc il faut que ça soit à 50 km. Le problème c'est qu'à 50 km en direction de Libye, par ici, vous rapprochez d'ailleurs des zones de production pétrolière tenues par des Chinois, vous n'avez rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gisement d'eau. Donc il faut vraiment, là, organiser un camp sous perfusion humanitaire. Et c'est là qu'on touche au vice de la situation. C'est qu'on dit au HCR, qui dépense chaque année, normalement au Niger, entre 5% et 10% de son budget pour financer les escortes militaires de l'armée nigérienne. C'est pas gratuit, c'est pas fourni gratuitement. Donc on dit au HCR, oui, alors, ces 25 000 là, il faut que vous organisiez le camp vite, mais vous êtes obligé que vous ayez des escortes militaires. Et puis alors le HCR dit, bon, bah, d'accord, on va organiser des escortes militaires. Ah oui, mais là en ce moment on est un peu occupé, on ne peut pas vous fournir des escortes militaires. Donc vous avez 25 000 personnes en déshérence dans cette région. Il dit, mais comment je vais manger? J'ai plus le droit de pêcher le poisson, j'ai plus le droit de cultiver pour les agriculteurs le poivron et le vendre, parce qu'effectivement, oui, c'était taxé et ça nourrissait la machine de l'agriculture. Mais le résultat, c'est 25 000 civils, vous en faites quoi? Et là, on touche du doigt à un problème, encore une fois, on ne peut pas gagner une guerre contre un ennemi invisible comme Boko Haram si vous n'avez pas le soutien des civils. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est les brutalités de l'armée tchadienne, qui est connue aussi pour tirer dans le tas. Les brutalités aussi de l'armée camerounaise avec cette suspicion généralisée sur la jeunesse qui peut pousser certains du coup, à rejoindre les rangs des insurgés, et puis ces types de sanctions économiques qui pénalisent les civils, et je ne le dis même pas dans une optique humanitaire, c'est que ça peut être complètement contre-productif, parce que du coup, ces populations, qu'est-ce qu'elles deviennent? Quels peuvent être leurs moyens de subsistance? Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici, et puis je laisse la parole. Première question pour moi. L'armée nigérienne, vous avez expliqué beaucoup de choses autour de lui, mais il est probablement le premier et le deuxième plus puissant militaire en Afrique. Il a des soldats, c'est lui qui fait toutes les pistes, la Libéria, il commence à ça. Mais l'information par les médias montre que
disais, une des raisons, c'est déjà la corruption. Donc le fait que vous ayez des milliards de dollars qui sont investis dans les forces de sécurité, mais qui ne vont pas sur le terrain. I mean, we got like $6 billion a year on police, the Nigerian army, the secret service, and so on. But it's not in Borno. It's not going to Borno, very little, maybe 10%, not even 10%. Donc là, on a un problème de corruption, mais qui touche aussi les soldats. Parce que du coup, comme ils sont mal payés, the soldiers are underpaid, sometimes not even paid, so the officers won't release their munitions so that the soldiers can sell them to Boko Haram. So that's one of the reasons. The other one was there was no political support. Il n'y avait vraiment pas le soutien politique de Goodluck Jonathan à l'armée sur cette question. Maintenant, vous parlez du peacekeeping de l'armée nigériane, en Sierra Leone, qui est souvent l'argument pour dire regardez, ça a été une grande armée. Bon, moi j'ai suivi avec MSF d'ailleurs, on avait un groupe de recherche à l'époque avec François Jean, on avait fait un bouquin avec Jean-Christophe Ruffin, donc je suis allé au Libéria pendant la guerre civile. Très franchement, le peacekeeping, ce qu'on appelait ECOMOG, du Nigeria au Libéria, on peut en parler, y compris les bombardements de l'aviation nigériane sur les équipes de MSF à l'époque. C'était pas brillant non plus. ECOMOG stands for ECOWAS Monitoring Group, donc c'était le groupe de suivi du cessez-le-feu au Libéria, sous l'égide d'ECOWAS, qui est l'acronyme anglais de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et les Libériens, qui avaient toujours un sens de l'humour, l'avaient rebaptisé Every car or moving object gone. Because at every Nigerian checkpoint, everything moving was just taken. And I investigated that at this time. En fait, c'était pris par bateau entier de l'armée nigérienne qui contrôlait le Freeport of Monrovia, qui faisait d'ailleurs, on peut en profiter parce que c'est le premier ou deuxième, selon les modes de calcul, le Libérien pays qui fournit des pavillons de complaisance. Et du coup, les bateaux qui partaient de Monrovia servaient aussi à l'armée nigériane pour organiser le trafic de drogue international. Les Nigériens ont toujours été ça, c'est aussi une très grande réussite économique du Nigeria qui produit quasiment pas de drogue, mais on estime que jusqu'à 30% de l'héroïne vendue, je sais pas, dans des villes comme Washington est passée entre les mains de dealers nigérians qui contrôlent une bonne partie des trafics internationaux, et l'armée a joué un rôle très important. Donc, every car or moving object gone, à l'époque au Libérien, je crois que les problèmes de corruption ne datent pas d'hier au sein de l'armée nigériane. Un autre souci tient, donc vous voyez, il y a la corruption, le manque de volonté politique du temps de Goodluck Jonathan, je pense que ça va changer maintenant, l'impunité totale des officiers qui ne peuvent plus aller au Mans et qui n'en rendent pas compte, et l'absence de coordination. Ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, c'est-à-dire que tout le monde se méfie de tout le monde, à cause entre autres de cette corruption, en se disant mais l'autre travaille peut-être avec Boko Haram, il y a vraiment une suspicion à l'intérieur des forces de sécurité, donc les SSS, State Security Service, rechignent à communiquer les informations à l'armée de terre se méfie de l'armée de terre se méfie de la police, qui se méfie des signaux JDF, etc. Donc ça explique aussi, et puis le manque, 5-6e argument, le manque de soutien des civils. Ça, pas l'intelligence humaine. They lost the battle to win the renseignements. Ça, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel. Et c'est là-dessus que ça pourrait bouger positivement. Bonjour. Donc d'après tout ce que les attentats récents à N'Djamena pourraient être attribués à Boko Haram, et si oui, donc pour quel intérêt? Bien sûr, pour moi, il n'y a aucun doute. De toute façon, depuis janvier, je dis maintenant, il va y avoir des attentats suicides à N'Djamena. Donc, en fait, les gens qui suivent la situation de près, pour nous, c'est absolument pas une surprise. C'était déjà prévu. À partir du moment, vous savez, c'est une secte qui agit beaucoup par représailles. Il n'y a pas forcément un grand plan, un grand design pour s'emparer de la capitale Abuja ou déstabiliser l'État nigérian. Mais à partir du moment où vous les attaquez, vous savez qu'ils vont contre-attaquer. Et ils peuvent planifier, ça peut prendre du temps. Il y a des chers Isala qui ont condamné Boko Haram et qui ont été tués 5 ans après. Ils ont leur blacklist. Donc là, de toute façon, il y avait des vidéos de Chikao qui disaient toi Issoufou, je vais t'attaquer, toi Idriss Déby au Tchad, je vais t'attaquer, toi Paul Biya, je vais aussi t'attaquer. Je veux dire, à partir du moment où l'armée tchadienne rentre dans le Borno et commence à attaquer Boko Haram, ce que l'on appelle Boko Haram, voilà la réponse. On est dans une guerre asymétrique. Ils n'ont pas les moyens, évidemment, comme toute guérilla, de contrer face à des tanks, donc ils mènent peu de batailles frontales, sauf à un moment contre l'armée nigérienne qui décampait, parce que les soldats n'avaient même pas de munitions.
organisé des attentats suicides, des attaques surprises contre des casernes, etc. Donc c'est exactement ce qui se passe sur N'Djamena aujourd'hui, mais sur DIFA aussi, finalement. Et on a eu des attentats, oui, tiens, pour vous donner un exemple, quand en janvier 2015 se met en place la coalition internationale, qu'au Parlement à Niamey, qui est à 1400 km de DIFA, ça fait loin, mais que le Parlement est en train de voter pour autoriser l'armée du Niger à rentrer donc à l'intérieur du Borno nigérian, dans cette zone de DIFA, à ce moment-là, il y a des attentats suicides qui sont menés en représailles sur les marchés de DIFA et sur la localité de Dosso qui est toute proche du lac. Et ces attentats, c'est ça ce que je vous disais un peu en introduction tout à l'heure, ça témoigne aussi de la déliquescence du conflit dans des micro-conflits sociaux très difficiles à résoudre sur une société fracturée dans le Borno, où dans une même famille, vous allez avoir un frère qui combat avec les civils GTF, un autre avec Boko Haram et un troisième qui sera policier. C'est ça aussi la réalité, vous voyez. Et quelquefois, peut-être que ça permute. Donc effectivement, on voit que les attentats suicides étaient commis par des bouddoumas. Et les bouddoumas, ce n'est pas des canouris, qui sont un peu le hardcore groupe de Boko Haram. C'est des populations qui en fait ont fui l'islamisation et les razzias, notamment des canouris de l'Empire du Borno, parce que l'Empire du Borno, c'est Kanem Borno. C'est un empire illustre qui a été islamisé à partir du XIe siècle et qui en fait tenait toute cette zone, vous voyez, bien au-delà des frontières actuelles qui datent de la colonisation. Et là, l'essentiel des combattants, en fait, c'était, alors il y avait quelques Haoussa, mais c'était vraiment des canouris. Et là, quand je suis allé sur cette zone, j'étais très surpris de voir que des Bouddoumas, qui étaient des gens qui s'étaient réfugiés dans les îles du lac Tchad, justement pour échapper à l'islamisation et au razzia des musulmans, donc plutôt des animistes, ou alors des gens qui sont convertis très récemment, mais pas considérés comme des bons musulmans, qui commettaient les attentats. Et s'ils les commettaient, c'était entre autres, et pas seulement, pour se débarrasser des immigrés Haoussa. Les Haoussa, eux, c'est le califat Sokoto, c'est cette zone-là, autour de Kano et vers le nord-ouest du Nigeria, qui sont arrivés dans les années 70 et qui ont commencé à commercer le poisson que pêchaient les Bouddoumas. Et donc, pour les Bouddoumas, rentrer dans la lutte avec Boko Haram, c'est un moyen pour eux de se débarrasser des Haoussa, des immigrés Haoussa de la région, et de reprendre le contrôle du commerce de poissons, même si finalement, de ce point de vue, ça leur a coûté, puisqu'aujourd'hui, le commerce de poissons est interdit par les autorités du Nigeria. Donc on voit très bien ce jeu de représailles, fait qu'effectivement, à partir du moment où les pays voisins s'impliquent dans la lutte avec le Nigeria, eh bien, Boko Haram va attaquer des pays voisins, ça c'est absolument inévitable. Et d'autre part, ce phénomène de déliquescence du conflit, qui fait qu'on s'éloigne finalement de la logique djihadiste du début, qui était d'imposer à l'État islamique rêvé. J'ai pas eu le temps de vous dire non plus quelles étaient finalement les revendications de Boko Haram, mais il y en a une, à vouloir appliquer un État islamique. Mais c'est bien antérieur à l'émergence du Daesh, c'était des années 2000. Je veux savoir juste, est-ce qu'ils embauchent les enfants de force, ou les adolescents? Et plus généralement, quelquefois j'ai pu voir des vidéos de leaders de Boko Haram, et ils avaient l'air juste foyés. Est-ce qu'ils sont juste psychiatriques ou drogués? Alors, sur les enfants, comme je vous le disais, en fait, c'est ça qu'il y a les enfants. Maintenant, il y a deux façons depuis 1 an et demi, on va dire, on commence à avoir des femmes et aussi des enfants qui effectivement commettent des attentats suicides. Alors il y a assez de raisons très objectives. C'est que c'est plus facile pour une femme de passer les barrages de police ou les barrages de l'armée qu'un homme. Parce qu'il y a quand même dans une culture musulmane, qu'un homme fouille et touche une femme, c'est un peu compliqué, mais les médecins le savent aussi. Donc il y a ça qui joue, et puis on peut l'interpréter comme étant le champ des signes d'un groupe qui justement aurait du mal à recruter des hommes et qui du coup c'est obligé de se plier sur les femmes. Quoi qu'il en soit, c'est indéniable, on a maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, des enfants et des femmes qui vont commettre des attentats suicides. Moi j'ai des témoignages sur DIFA l'année dernière, d'attaques de villages où il y avait aussi des femmes combattantes au sol. Parce qu'il faut distinguer ce qui relève de l'attaque du village avec, mettons, un pick-up qui transporte des armes, puis les motos qui vont vraiment attaquer concrètement, et puis l'attentat suicide qui est l'individu. Là, c'est pas le groupe qui attaque, hein, c'est une personne qui passe avec une ceinture de bombes. Alors là, effectivement, on a beaucoup de femmes, et même dans les attaques de groupe, on commence à avoir des femmes combattantes. Est-ce que c'est des personnes qui s'envolent volontairement, y compris des adolescents, ou est-ce que c'est des personnes qui sont finalement issues de la communauté Boko Haram elle-même, qui grandissent dans ce milieu-là? Je n'ai pas de réponse là-dessus, parce que généralement c'est difficile de les interviewer après, et avant on n'est pas non plus dans ce cas des lieux, donc je ne peux pas vous dire.
Ça reste, pour beaucoup de chercheurs, j'ai une collègue qui travaille là-dessus sur les attentats suicides, notamment commis par des femmes en Tchétchénie ou en Palestine. C'est sûr que sur le plan psychologique, ça reste un grand mystère. En même temps, je veux dire, l'idée du sacrifice dans la guerre, c'est pas propre au djihadisme. Vous savez qu'il y a quelquefois des opérations commando suicide, où de toute façon il y a très peu de chances que vous en sortiez vivant. Mais ça, on l'a vu dans nos armées occidentales aussi. Alors, c'est pas pareil, parce que vous dites, ah, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais m'en sortir. Alors, l'attentat suicide, a priori, c'est sûr que vous allez laisser votre repos. Mais il y a ce genre de sens du sacrifice qui peut jouer. Maintenant, je n'ai pas de précision sur les modalités d'endoctrinement pour convaincre voilà, les jeunes filles d'aller se faire exposer sur des marchés à différents. Alors, sur la drogue, là-dessus, il y a encore aussi beaucoup de fantasmes. Donc, et même, on voit des rapports qui circulent à l'Union européenne qui prétendent que. Parce qu'ils appliquent le paradigme qu'il y avait pour Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda, ACMI, en Nord Mali, effectivement, ils se finançaient parce que cette zone assez désertique servait de relais des trafiquants de drogue qui impliquaient des Sud-Américains. Donc, quand les gens ont un peu tendance à faire des amalgames, ils se disent, bah tiens, s'il y a eu des trafics de drogue avec des trafics de passeurs, etc., en Nord du Mali, donc ça vaut pour Boko Haram. Franchement, rien que la situation sur le terrain et la difficulté à rentrer dans le Borno, il faudrait être profondément débile si j'étais un trafiquant de drogue vénézuélien pour vouloir faire passer la drogue par le Borno pour aller vers la Libye. Au moins, alors là, en comparaison, Boubacar Chekao est un modèle de normalité en Afrique. Vraiment, un crétin fini. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces experts à l'Union européenne pour écrire des choses pareilles. Il n'y a pas, à ma connaissance, aucun élément qui permettrait de vérifier que oui, il y aurait du trafic de drogue qui financerait au Coran. Ce qu'on a comme type de drogue, c'est du, juste le nom m'échappe dans l'immédiat, c'est en fait un antidouleur, tramadol, je crois que ça s'appelle, voilà, qui est pris. L'armée nigériane a prétendu déjà 4 fois avoir tué Boubacar Chekao, qui est visiblement un chat avec 7 vies, mais il y a une fois, parce qu'à chaque fois il réapparaît dans les vidéos, coucou, je suis toujours là, je suis aussi grand. Mais il y a une fois où effectivement, en 2013, apparemment ils ne sont pas passés loin, et ils l'ont vraisemblablement blessé. Donc il est possible qu'il soit, il y a un excès de tramadol. Donc il y a beaucoup après de spéculation, il y a des gens qui disent en fait que Chekao qu'on voit c'est pas le même qu'avant, c'est un autre, c'est juste un acteur, un sosie. Moi je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas les éléments là-dessus. Trafic de drogue qui financerait Boko Haram, non. Tramadol qui circule, y compris pour les combattants, mais c'est ça qu'on peut voir aussi avec des ancêtres, avec des mélanges de cartes en Somalie, pour voilà, donner la vigueur, le courage, oui, ça, oui. Mais c'est des antidouleurs, c'est même parfois des produits qui sont carrément fabriqués dans des officines clandestines